Bonjour et bienvenue à cette 8e capsule de l'école de dos qui va porter sur l'anatomie reliée à la lombalgie. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Philippe Tremblay, je suis ergothérapeute à l'hôpital de Roberval. Et moi, c'est Daphné Hunter, je suis physiothérapeute à l'hôpital de Roberval également. Donc, les objectifs de la capsule d'aujourd'hui, ça va être tout d'abord de comprendre les différentes parties de l'anatomie qui sont reliées à la lombalgie et aussi comprendre le rôle des parties plus importantes de l'anatomie qui sont impliquées dans la lombalgie. Donc, premièrement, si on commence à aborder l'anatomie, si on regarde la colonne dans son ensemble, on peut voir que la colonne n'est pas tout à fait droite, là. Il y a vraiment comme des courbures physiologiques qui vont nous permettre de respecter le bon fonctionnement de la colonne vertébrale. Ils sont essentiels, ils vont nous permettre de s'adapter à la position verticale, en fait, d'absorber les chocs, puis de ne pas trop devenir non plus trop fatigué à être debout. Ça va, comme je le disais, absorber les chocs. Si on regarde plus en détail, en fait, la colonne, c'est qu'on peut voir, au total, on va avoir 33 vertèbres. Il y en a 7 cervicales, il y en a 12 dorsales, 5 lombaires, ces fameuses lombaires qui nous intéressent tant. Aussi, on va en avoir 5 sacrées, donc qui vont être soudées ensemble, et de 3 à 5 vertèbres coccygènes, donc vraiment plus bas. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le bas de la colonne ici. Puis, au centre de toutes ces vertèbres-là, en fait, c'est là que la moelle épinière va passer, donc dans le canal vertébral. Je peux vous le montrer un peu plus loin dans les diapositives. C'est important de mentionner que le dos, c'est une structure qui est très solide. Donc, c'est impossible qu'une vertèbre sorte de sa place ou qu'un disque sorte d'entre deux vertèbres, ou à moins d'avoir un très gros traumatisme, un accident de voiture, des choses comme ça. Mais il y a quand même des zones qui sont un peu plus à risque là, pour les blessures. Si on regarde au niveau du cou, le cou, c'est une partie du corps où il va y avoir beaucoup de mouvements, puis ça va supporter quand même une bonne charge. Ça va supporter le poids de la tête. Donc, souvent, on peut retrouver quand même un peu plus d'usure à ce mouvement-là, à ce niveau-là, du sens du fait que ça bouge beaucoup. Quand on regarde au niveau du bas du dos, donc au niveau de lombaire, il y a quand même beaucoup de mouvements, mais on s'entend qu'il y en a moins là, au niveau cervical. Puis il y a quand même beaucoup de stress au niveau de cette partie de la colonne à cause du poids du corps. On a quand même comme la moitié et plus du corps, le 2/3 en fait du corps qui va s'appuyer sur ces vertèbres-là. Donc c'est la région de la colonne où on va être le plus à risque d'avoir des blessures. Donc, en fait, c'est que 58% des lésions sont au niveau lombaire. Puis, quand on parle de la partie thoracique, donc vraiment un peu plus entre les deux, les vertèbres vont être beaucoup moins mobiles parce qu'il va y avoir des côtes qui vont venir s'attacher de chaque côté. Puis, le but principal, en fait, des vertèbres puis des côtes, c'est de protéger les organes. Fait que, ça a été conçu, c'est fait pour que ce soit plus solide pour protéger les organes. Donc, à ce niveau-là, les risques de blessures comme les hernies, tout ça, c'est beaucoup moins fréquent qu'en lombaire ou en cervical. Si on regarde les vertèbres, ils vont être composés de, principalement, là, la grosse partie, c'est vraiment le corps vertébral ici. Quand je vous parlais du canal vertébral, tantôt où est-ce que la moelle épinière passe, c'est vraiment dans ce trou qu'il y a là. Puis après ça, on a des processus transverses ici, on a le processus épineux ici, là. La bosse osseuse qu'on est capable de palper facilement au niveau du dos, ben c'est cette pointe d'os ici. Puis quand on parle, depuis le début des capsules, on parle de douleurs facétaires, des douleurs qui viennent des articulations facétaires. En fait, c'est vraiment ces petites articulations-là qui vont venir permettre aux vertèbres de s'articuler ensemble puis permettre du mouvement au niveau du dos. Mais on va y revenir en détail tantôt avec des images encore un peu plus précises. Donc, parce que pour commencer, en fait, on vous présentait le disque intervertébral qui, lui, est vraiment situé entre deux vertèbres. Donc, on a une partie qui va être vraiment plus périphérique, qu'on appelle l'anneau fibreux. C'est plus fibreux, ça va vraiment permettre, là, en fait, de stabiliser la colonne. Puis on a une partie aussi qui va être un peu plus gélatineuse, si on veut, plus visqueuse un petit peu, qu'on appelle le noyau pulpeux. Fait que le noyau, lui, c'est vraiment une partie du disque qui va être constamment sous pression puis qui va aider beaucoup pour l'absorption des chocs et la mobilité de la colonne. Donc, dans le fond, si la colonne est mobile, en fait, c'est grâce à cette partie-là du disque parce que les os sur os, ça bouge pas beaucoup, là. Fait que c'est un peu leur rôle. Puis ces structures-là vont être
Donc le disque est très solide. Puis tu sais, avant même qu'on soit capable de l'arracher de la vertèbre, c'est vraiment là, on va fracturer la vertèbre avant même d'être capable de l'enlever. C'est très 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 solide, c'est très bien ancré sur la vertèbre. Puis c'est vraiment composé en grande partie d'eau. Puis, comme je le disais tantôt, ça va vraiment permettre d'absorber les chocs. Il y a le noyau au milieu. Puis c'est ça. Donc là, un peu un autre rôle de l'anneau fibreux autour, c'est de maintenir tout ça ensemble. Fait que c'est toujours sous pression. Puis quand donc le disque, à lui seul, il va absorber là, le 2/3 des charges qu'on va avoir, là, mettons quand on marche, quand on saute, tout ça, c'est le 2/3 de toutes ces charges-là, de ce stress-là, va être absorbé par le disque. Puis le tiers qui reste, ben là, ça va être plus par les articulations facétaires. Donc, comme je le disais, ça absorbe les charges, puis ça assure aussi la mobilité de la colonne. Quand on se retrouve en position allongée, en fait, c'est que quand on est en position debout, on a le poids de la gravité qui fait en sorte que les disques sont constamment, comme je le disais, sous pression. Il y a toujours une certaine charge de base. Quand on se couche sur le dos, par exemple, ou sur le ventre, il va y avoir beaucoup moins de pression au niveau des disques. Donc, il va y avoir 3 fois moins de charge au niveau des disques qu'en position debout. Donc, c'est pour ça que les positions de Trobli qu'on vous a déjà enseignées dans une capsule précédente sont très importantes. Ça permet de relâcher un peu la tension là, sur les disques. Fait que souvent, ça contribue à soulager les douleurs là, qui viennent beaucoup des douleurs discales. Puis, la position, donc, la nutrition, si on aborde plus ce sujet-là, en fait, là, ce qui va faire qu'un disque va rester en santé, qu'il va rester bien nourri, si on veut, c'est, oui, la position couchée sur le dos, ça va permettre au disque de se ravitailler un petit peu du fait qu'il y a moins de pression, mais ce qui va surtout lui permettre de rester en santé puis rester le plus bien nourri possible, ça va être le mouvement. Donc, le mouvement, ce que ça va faire, c'est, ça va occasionner des variations de pression dans le disque, ce qui va permettre de se nourrir. Donc, ça va faire un effet de pompe, puis les modifications de pression qui vont survenir dans le disque vont lui permettre d'aller puiser dans le sang environnant les substances dont il va pouvoir se nourrir. Fait que, c'est pour ça que quand on parle de posture soutenue, souvent quand on arrive en clinique puis qu'on parle aux patients, quand je reste assis 40 minutes, quand je reste debout 20 minutes, ben là, mon dos il commence à faire plus mal. Fait que c'est sûr que, quand on parle que le disque se nourrit en étant en mouvement, les positions prolongées soutenues, c'est des positions qui vont l'irriter ou, si on veut, qui peut créer des douleurs. Fait que c'est important de rester en mouvement pour cette raison-là. C'est comme si on arrête de bouger puis qu'on reste assis 1 heure, mais c'est comme si pendant 1 heure, là, notre disque, là, il est en train de jeûner. Là, donc, c'est pas très bon pour lui. Donc, quand on parle de douleur discale, la douleur elle va être associée à une augmentation de la pression à l'intérieur du disque, puis la pression est directement reliée à la posture qu'on va avoir. Donc, si on regarde notre graphique ici, position debout, donc c'est notre valeur de base. Comme je disais tantôt, quand on est couché sur le dos, on a beaucoup moins de pression que quand on est en position debout. On est à peu près à 0,25 là, comparativement à quand on est debout. Donc, quand on est sur le côté, ben, c'est moins pire que debout, mais il y a un peu plus de charge quand même que quand on est couché sur le dos. Donc, si on est assis, hop, la charge au niveau, la pression au niveau du disque, elle augmente. Plus qu'on se penche, plus la pression dans le disque va augmenter. Si on rajoute une charge, ben là, elle augmente encore bien plus. Mais donc, c'est là que quand on a des disques qui sont déjà un peu sensibilisés, pour peu importe la raison, mais c'est là que ça peut venir à créer de la douleur. C'est pour ça que le mouvement caractéristique des gens qui ont des douleurs discales, c'est se pencher vers l'avant. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a souvent beaucoup de blessures, là, des douleurs aiguës qui vont survenir suite à un mouvement de flexion. C'est juste que souvent, on n'a pas l'habitude d'aller comme travailler dans des positions fléchies comme ça, ou si on décide du jour au lendemain de lever une boîte très pesante sans plier les genoux puis en allant comme ça, notre dos il n'est pas habitué. C'est pas que c'est un mouvement qui est à proscrire, mais c'est que normalement, si on veut travailler dans cette position-là, il faut idéalement laisser le temps au dos de s'habituer à cette posture-là puis de se renforcer dans ce mouvement-là. Pour ce qui est des facettes articulaires, enfin, on va en parler, on va comprendre un peu mieux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment les petites articulations ici qu'il y a en arrière de la vertèbre. Donc, si on prend une colonne entière, en fait, ça va donner une meilleure perspective là, de à quoi ça ressemble. C'est vraiment
Donc si on a le dos comme ça, on a les vertèbres, on a les disques intervertébraux. Donc c'est vraiment, ça va venir faire comme un pilier d'articulation sur le côté de la colonne. Fait qu'ils vont tous venir s'imbriquer l'une dans l'autre, puis ils vont également, oui, le disque permet une certaine mobilité, mais les facettes vont avoir un certain jeu de mobilité aussi pour aider à ce mouvement-là. C'est des articulations comme n'importe quelle autre articulation, en fait comme la hanche, le genou, ça va être une articulation qui va avoir du cartilage sur sa surface articulaire, qui va avoir une bonne capsule de ligament aussi pour bien la stabiliser, puis à l'intérieur, il va avoir un liquide pour lubrifier les articulations. Puis ce qui va faire en sorte que, en fait, comme toute autre articulation, comme le genou, l'hanche, comme je l'ai mentionné, le mouvement fait en sorte, comme un peu pour les disques, que la pression change, puis ça va permettre aux articulations, au cartilage, en fait, de rester en santé. Fait encore une fois, le mouvement, ça va aider à entretenir la santé de nos articulations facétaires. Donc, ces articulations-là, comme je le mentionnais, ça permet des mouvements de flexion et d'extension de la colonne. Donc, plus les facettes s'éloignent l'une de l'autre, plus qu'on va se pencher, plus qu'elles se rapprochent, plus qu'on va aller vers l'arrière. Donc, c'est vraiment la somme de chaque petit déplacement, de chaque articulation qui va faire en sorte qu'au final, on va avoir un grand mouvement. Donc, comme je le mentionnais, le mouvement se fait par rapport au mouvement des articulations, des facettes une contre l'autre. C'est aussi ce phénomène-là, en fait, qui va occasionner des douleurs chez les personnes qui ont des douleurs de type facétaire. Donc, ça peut, les douleurs vont être dues au rapprochement, du fait que ça augmente les frottements. Donc, c'est pour ça que souvent, les mouvements caractéristiques douloureux de ces personnes-là, ça va être le mouvement vers l'arrière. Donc, quand on se penche vers l'arrière, en fait, c'est que les articulations vont venir se rapprocher comme ça, ce qui peut créer de la douleur. Puis souvent, quand les gens vont se pencher vers l'avant, en fait, ça écarte les facettes, donc ça peut soulager aussi. Donc ici, on le voit un peu plus là, avec une image, qu'est-ce que ça donne. Donc quand on est en position neutre, les facettes sont à peu près à une distance raisonnable. Quand on va vers l'avant, on voit qu'ils s'écartent. Mais quand la personne se penche vers l'arrière, en fait, c'est qu'il se rapproche, puis là, ça peut faire des frictions, donc de la douleur. Fait que c'est pour ça aussi que tous les mouvements, les personnes qui présentent des douleurs facétaires, tous les mouvements d'extension combinés à de la rotation, ça fait beaucoup de friction au niveau des facettes de certains du dos. Donc, c'est des mouvements qui sont à éviter là, pour les gens qui ont ces douleurs. Quand on parle maintenant des nerfs, c'est vraiment le centre de contrôle. Donc, il y a deux catégories de racines nerveuses. En fait, on a les racines motrices, donc qui vont aller apporter l'information pour faire bouger les muscles, etc. Et les racines sensitives, donc qui vont faire en sorte qu'on va avoir une certaine sensibilité au niveau de la peau. Donc, quand on fait l'évaluation d'un patient, en fait, là, on a les racines sensitives, si on veut, ils peuvent se présenter via un certain tableau de présentation caractéristique, là. Donc, c'est pas très important de retenir tout ça, mais qu'il y a certains territoires qui sont comme plus fréquents avec certaines racines, ce qui nous permet d'être en mesure de déterminer souvent avec quand même assez de précision quelle racine du bas du dos est plus atteinte. Là. Donc, le message qui est à retenir pour cette capsule, c'est qu'il y a plusieurs structures anatomiques qui sont impliquées là, lorsqu'on parle de lombalgie. Puis, ces structures-là ont chacun leur rôle à jouer par rapport à la douleur lombaire. Donc, cette nouvelle compréhension-là, ça va pouvoir vous aider à comprendre un peu plus ce qui se passe dans votre corps, puis à mieux comprendre aussi pourquoi vous avez des douleurs. Puis dans la prochaine capsule, on va en parler plus de l'ergonomie et des méthodes de déplacement de charge.